Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 50, voilà, problème de micro, 8h50, les grands débats ce matin, et Philippe Bilger est avec nous. Oui. Et vos appels, 0826 300 300, et Thierry Garrier est toujours là aussi. Oui, vos appels, est-ce que vous attendez quelque chose de ce gouvernement qui va être annoncé cet après-midi? Vous pouvez nous appeler. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une trahison de la part de Damien Abad, là, ce qui s'est passé hier, qui quitte les Républicains, ou alors c'est un non-événement, comme vous le dites, sur la question que nous mettons en ligne? Vous pouvez donc nous appeler 0826 300 300, tous les sujets qui vous interpellent, ou encore les pénuries d'emploi comme on vient d'en parler. En tout cas, bonjour Philippe Bilger. Bonjour Philippe. Bonjour Patrick, bonjour Cécile, oui. Je n'oublie personne, bonjour Eric, et bonjour les auditeurs. Et bonjour à tous. Bonjour Jean-Jacques, je commence à comprendre Patrick, j'ai mis du temps. Oui, voilà, c'est ça. Bonjour Philippe, vous voulez nous parler du poids énorme des entourages pour le choix d'un ou d'une première ministre, quoi, hein. Oui, en effet, c'est un sujet qui m'intéresse d'autant plus que on a vanté depuis toujours le culte du secret du président. Il est réel, sa parole rare, sa volonté de mettre très peu de gens au courant de ses desseins, une présidence verticale, et en même temps, quand on voit la manière dont depuis on connaît l'histoire de la nomination d'Elisabeth Borne depuis lundi dernier, on n'a jamais vu, à mon avis, un climat plus politicien pour désigner une première ministre, et peut-être cet après-midi les ministres. On est parfaitement au courant des courants et des influences très contradictoires qui sont manifestées pour imposer en définitive au dernier moment Elisabeth Borne, puisque lundi dernier encore au matin, le président de la République prévenait Catherine Vautrin qu'elle ne serait pas sa première ministre. Et deuxième élément, et je termine Patrick, c'est le fait que tout cela donne l'impression tout de même d'une politique de mauvais aloi. Je veux dire, on s'interroge sur le point de savoir si Catherine Vautrin, certes, elle n'était pas pour le mariage pour tous. Elisabeth Borne, elle a peut-être un caractère, dit-on, un peu difficile, mais à aucun moment on a l'impression que le choix du Premier ministre est fondé sur des critères fondamentaux. On peut passer de la droite et de la gauche sans aucun problème, comme si le fond même n'avait pas d'importance. Oui, et donc dans ce choix, ce que l'on dit, c'est que finalement, pour être un bon patron, un bon président, il faut savoir s'entourer. C'est ça qui est capital, quoi, hein. Et on l'oublie bien souvent, hein. Non ? Absolument. Moi, ce qui me frappe, hier, j'ai entendu que le président de la République privilégiait d'abord la fidélité à sa personne, quasiment comme un lien féodal. Je ne suis pas naïf, je sais bien qu'il ne peut pas choisir des gens qui ne vont pas être naturellement attachés à sa cause, mais je crois que le seul critère de fidélité un peu féodal n'est pas le seul paramètre qui devrait être exigé, comme si au fond l'éthique, la maîtrise, la compétence devenaient en quelque sorte des denrées secondaires. Moi, je crois beaucoup aux liens personnels, bien sûr, mais pas uniquement. Alors, Thierry Garrier. Ouais. Non, je trouve ça très clair, très pertinent. Philippe a raison, et il faut se remémorer qu'Emmanuel Macron a une forme d'inquiétude, en tout cas de terreur, c'est de voir se reproduire ce qui s'est produit avec Édouard Philippe pendant le premier quinquennat. C'est-à-dire quelqu'un qui prend son entre réellement. C'est ça. C'est et qui devient plus populaire que lui, quoi. C'est la tradition de la Ve République. Tous les premiers ministres qui avaient un peu de personnalité et qui portaient ce que Philippe appelle à sa façon les éléments fondamentaux, c'est ce qui fonde une politique, en fait. C'est une pensée politique. Et tous ceux qui avaient une pensée politique un peu et une personnalité un peu épaisse se sont à un moment donné, sinon affranchis, du moins ils ont pris de la distance avec le président. Et le binôme, il y a une tension dans le binôme. Mais c'est la tradition de la Ve. Et c'est évidemment ce qui a gêné, compte tenu de sa personnalité, Emmanuel Macron. On ne spécule pas, c'est une réalité. Lui-même le laisse entendre, le reconnaît. Et au fond, c'est ce qu'il a voulu cette fois-ci, sans doute avec Elisabeth Borne, essayer de maîtriser, avoir quelqu'un qui a la compétence. Tout le monde reconnaît que cette X-Pont
connaît ses dossiers et les travaille, mais au fond, elle est en même temps, elle a toujours été pendant ces 5 ans la voix de son maître, formidablement. Patrick, Philippe Bilger, Pardon, juste un mot. Il y a quelque chose de très intéressant. C'est relever une évolution qui s'est produite peut-être depuis Nicolas Sarkozy, freinée avec François Hollande, mais qui culmine avec Emmanuel Macron. C'est qu'on ne discute plus de ce fameux thème politique. C'est le Premier ministre qui dirige le gouvernement selon l'article 20 de la Constitution et le président s'occupe des grandes orientations. Aujourd'hui, il est clair que, et ça n'est pas très original de dire ça, qu'on s'oriente vers quelque chose qui laisse la politique au président de la République et la technique à la première ou au Premier ministre. C'est un changement radical dans l'architecture politique. Merci Philippe Bilger. Allez, on continue jusqu'à 9h30, les grands débats. Tout à l'heure à 9h30, on parlera de discrimination, la discrimination positive. Pour ou contre, qu'est-ce que vous en pensez? Là, vous pourrez évidemment réagir et on posera une question d'ailleurs sur les réseaux sociaux tout à l'heure puisque nous aurons 2 invités. Et avant cela, eh bien, on va tout vous dire sur le nouveau gouvernement. Il va être, on va le connaître cet après-midi vers 16h, 17h probablement. Thierry Guerrier, Philippe Bilger et Éric Revel. Et puis vous, bien sûr. Et puis des noms qui circulent. Est-ce que vous avez propositions à nous faire? Oui, bien sûr, pas. vous pouvez, pourquoi pas. Et on va commenter déjà les gouvernements fictifs qui ont beaucoup circulé. On vous donnera tout ça dans un instant. Restez, c'est assez intéressant quand même. Un rendez-vous ce week-end. Guy Carlier n'était pas avec nous ce matin, bien sûr. Oui, mais c'est la fin des prolongations ce week-end. Hein. De son spectacle, Théâtre des Mathurins. Théâtre des Mathurins, vous pouvez y aller. C'est le samedi à 19h et le dimanche à 17h avec des textes de Guy Carlier et de François Rollin. C'est très drôle, c'est très émouvant. Voilà, vous allez ressortir un petit peu changé. En tout cas, notre Guy Carlier, comme vous l'écoutez tous les matins. Si vous êtes du côté de Paris, de la région parisienne, si vous y passez ce week-end, donc 19h et 17h dimanche, 19h samedi, Guy sera ensuite chez vous. Il va venir en tournée, bien sûr, dans quelques temps. Mais pour l'instant, il y avait ce spectacle au Théâtre des Mathurins. Et c'est les dernières, donc profitez-en ce week-end. Restez avec nous. Dans un instant, on fait un point de météo et on revient juste après le journal. À tout de suite. Et là, c'est la suite des grands débats. Toujours Thierry Guerrier est avec nous, Philippe Bilger aussi, et on accueille Éric Revel. Bonjour Éric. Chers amis auditeurs, vous n'avez pas de micro, ça y est, vous pouvez y aller. Chers amis auditeurs, bonjour à tous. Oui, Éric Revel. Alors, avant de parler dans un instant du gouvernement, parce qu'on va en parler cet après-midi, on va tout vous dire, les différentes listes qui circulent, les noms, etc. C'est particulièrement intéressant parce que souvent ça circule dans des petits milieux, quoi. Et donc des boucles WhatsApp de journalistes. Nous, on va les ouvrir. On a tous reçu les mêmes listes. Non, tous, non. Pas tous les auditeurs. Il y a des trucs il faut en faire profiter justement les auditeurs. C'est ça qui est particulièrement intéressant. Alors, est-ce que c'est un coup dur pour les Républicains, le départ annoncé pour la Macronie? En tout cas, il quitte les LR. Damien Abad, l'actuel président du groupe à l'Assemblée nationale. Bon, je ne sais plus quoi dire. Est-ce que c'est un coup dur? Damien Abad, pas grand monde le connaît non plus. Le petit sondage en ligne que l'on a fait ce matin, c'est un non-événement. Bon, voilà, c'est un non-événement. Cécile vous lira des... Alors, il est quand même symbolique d'un parti qui agonise. Damien Abad, président du groupe LR. Je rappelle quand même que le groupe LR, c'est aujourd'hui encore le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, avec 101 députés. Bon, donc il va sans doute quitter les Républicains, ce brave monsieur Abad, pour rejoindre la majorité présidentielle, alors pour devenir sans doute, on verra ça cet après-midi, Patrick, un ministre du premier gouvernement d'Elisabeth Borne. Bon, alors la trahison en politique, c'est pas une nouveauté, même si là, elle prend quand même une connotation particulière, je trouve, parce que en hésitant jusqu'au bout, c'est-à-dire avant l'annonce du prochain gouvernement cet après-midi, ou bien en attendant de garder sa 5e circonscription de l'Ain, dans les deux cas de figure, on pourrait baptiser ce nouveau type de trahison. Je vais appeler ça la trahison à géométrie variable, vous voyez. Vous avez à la fois la ceinture et les bretelles. C'est-à-dire que dans les deux cas de figure, vous essayez de conserver un job. Et ça, les Français, évidemment, supportent de moins en moins. Bon, trahison à géométrie variable, c'est évidemment l'antithèse des convictions politiques. Oui, c'est ça. Christian Jacob, le président LR, a demandé... Ah oui, il va bien, Christian Jacob, en fait. À Damien Abad, de quitter la tête du groupe à l'Assemblée nationale. C'est un acte d'autorité, alors, justement, ou pas?
écoutez, je vais continuer. Je sais vraiment plus quoi dire à propos des Républicains. Il est un acte d'autorité. Bon, alors Christian Jacob a-t-il eu jamais de l'autorité comme président des LR ? Il est à la tête, bon, c'est pas totalement de sa faute, d'un parti évidemment à l'agonie, qui n'en finit plus de subir les coups de boutoir de la Macronie. Bon, son parti est en voie de liquidation, et Christian Jacob, plus il parle en ce moment, moins on voit qu'il y croit, moins il est dynamique, et surtout, plus il a hâte que son job infernal se termine, puisqu'il n'est pas candidat à sa propre succession à la présidence des LR. Bon. Et pourtant, les LR, oui, c'est encore un parti qui compte, qui a encore des implantations locales. LR résiste, tant bien que mal, et peut peut-être espérer dans les projections 35 à 55 sièges. Au mieux, c'est-à-dire la moitié quand même du nombre des députés qu'ils ont aujourd'hui. Alors j'ai essayé de cataloguer. Là, vous avez sur la ligne de départ Résistance, les LR, vous avez Renaissance de Macron, puis vous avez Révolution de Mélenchon. Bon, c'est les 3 R qu'on va voir sur la ligne de départ. Résistance des LR, parce que aussi, il faut le dire, Sarkozy, il a échoué, Sarkozy, vous en souvenez ? Oui, c'est ça. Alors, Résistance des LR, bon, vous pouviez en ajouter un quatrième. Reconquête. Oui. Aussi. Bon, Résistance des LR. Je cherchais un R pour Marine Le Pen, j'ai pas trouvé. Rassemblement National. Voilà, j'ai mis 5 R. Bon, Résistance des LR, dites-vous, quel échec de Sarkozy dans tout ça ? L'ancien président, vous vous en souvenez quand même de la République, il avait promis mordicus Emmanuel Macron qu'il amènerait du monde avec lui, qu'il amènerait beaucoup de députés LR. Il a échoué dans son œuvre de destruction finale, à apporter sur un plateau d'argent électoral ces dizaines de députés, les Républicains, à la majorité présidentielle. Sarkozy a échoué, signe d'ailleurs qu'il ne fait plus peur de ce qui reste dans son camp. Alors je reviens à ce monsieur Nobody, Damien Abad, pas grand monde le connaît, qui trahit donc dans un nouveau style qui n'honore pas la politique. C'est une modeste prise de guerre en fait pour le parti présidentiel. Modeste prise de guerre à l'image de ce que sont devenus les LR, un petit parti en mal de leader, en mal de ligne politique, en mal de colonne vertébrale idéologique. Ça fait beaucoup, peut-être trop, Patrick, pour espérer se réinventer sous d'autres cieux. Merci, Eric Revel. Et on le disait, je donc vais en à la profiter question. pour faire un petit point sur cette question, justement, sur Damien Abad, patron des LR qui quitte le parti. Votre avis, un coup dur, une trahison, une suite logique, un non-événement. Bon, on est à non-événement à 52%, avec une trahison à 30%. Jackie nous dit que c'est une tempête dans un dé à coudre, pour vous dire. Villeneuve nous dit c'est l'appel de la gamelle macronienne. Un non-événement et une suite logique. LR est un parti mort et le transfuge de ceux se font à 70% chez Emmanuel Macron. On parle de surréaliste. 30%, oui, vers les partis de droite, ce que dit Olivier, par exemple. Et Marlène nous dit ça fait 5 ans qu'il est inaudible à l'Assemblée nationale. Maintenant, on comprend pourquoi. Et Fab nous dit aurait-il, en traversant la rue, trouvé un meilleur job ? Oui, donc c'est vrai qu'il y a... Philippe Bilger, une réaction quant à... Je suis heureux de n'être pas le seul à assumer en quelque sorte la cause désespérée de défense des LR. J'ai bien aimé ce qu'a dit Eric sur le fait qu'il continue d'exister. Quant à Damien Abad, il faut être clair, il y a des évolutions, des adaptations qui ne sont pas forcément des trahisons. Mais quand on connaît Damien Abad et que toutes les circonvolutions qu'il met en œuvre depuis des mois pour nous faire comprendre de manière transparente que bientôt l'état de ministre va être le sien, je trouve que tout ça est assez peu reluisant. J'ajoute que la trahison, en soi, on a peut-être tort de mettre un gros mot sur n'importe quelle évolution, mais je me souviens encore de déclarations de Damien Abad d'il y a très peu de temps où il était terriblement cinglant à l'égard de la politique d'Emmanuel Macron. Là, ça montre qu'il y a un gouffre tout de même entre la vision politique et les comportements personnels. Oui, 0826 300 300 avec nous. Oui, c'est Paul qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonjour Paul, bonjour bienvenue. Paul. Oui, bonjour à tous. Encore une émission passionnante. Moi, ce que je voudrais dire, Damien Abad, c'est un non-événement. C'est celui qui a pourri la primaire LR en voulant imposer Bertrand par tous les moyens. Alors que Bertrand, il n'était pas légitime, pas plus que Pécresse. C'est des gens qui avaient quitté le parti. On voit le résultat, les LR à moins de 5%. Parce que les adhérents et les militants n'ont pas suivi. Les adhérents et les militants, ils voulaient Wauquiez, ils voulaient Bellamy, ils voulaient Retailleau,
Il voulait des gens comme ça, il voulait des gens de droite. Oui, sauf que Bellamy et Wauquiez ne se sont pas présentés, quoi. Il n'y a eu que des gens, pas en fait, plus que Retailleau. Non, pas plus que Retailleau. C'est Ciotti qui s'est présenté et qui était favori, quoi. On est d'accord. Et Ciotti, il est aussi clivant que les autres, donc c'est pour ça qu'il n'est pas arrivé Paul, vous auriez misé justement sur un Laurent Wauquiez. Il aurait été en mesure de l'emporter, en tout cas pour peut-être la primaire LR, et puis par la suite de faire bonne figure à cette élection présidentielle. Tout à fait. La France est à droite. Les Français veulent voter à droite et par défaut, beaucoup de gens de droite ont voté ou Macron ou Le Pen parce qu'il n'y a pas d'offre politique sérieuse. Ou Zemmour. Il n'y a pas d'offre de gouvernement. Quoi. Voilà. Et en ce qui concerne la nomination du gouvernement, ceux qui attendent quelque chose de la nomination du gouvernement de Macron, c'est que je pense qu'ils n'ont encore rien compris. Parce que Macron, c'est lui qui fera tout. Et le problème qu'on va avoir avec Macron, comme c'est son dernier mandat, alors il va faire 5 ou 7 ans parce qu'il se murmure qu'il voudrait essayer de transformer son deuxième quinquennat en septennat, mais on va payer la crise. On va avoir une politique très dure, on a une baisse d'efficacité de la santé, tous les services publics sont à l'abandon, l'agriculture française est en déshérence parce qu'on n'arrête pas de nous mettre des normes supplémentaires, donc du coup on a du mal à produire, donc ce qui fait qu'on va importer toujours plus, le coût de la vie va se renchérir de plus en plus, et on va augmenter les salaires, on va augmenter le coût de la vie. On est parti dans une spirale infernale avec une hausse des taux d'intérêt qui est annoncée à 1,7, on va passer de 0 à 1,7, on ne va pas s'en sortir facilement. Et je pense que les gens, on va être en économie de guerre en France. Pour le coup, oui, par rapport à ce qui était dit il y a 2 ans, où justement on disait qu'on se mettait en situation en fait de guerre avec le Covid. Là, cette fois-ci, avec cette histoire. En tout cas, c'est bien résumé, Paul. Ce que vous avez dit résume, c'est vrai, une pensée de beaucoup de gens. En tout cas, c'est exprimé, c'est partagé. À propos de Laurent Wauquiez, il y a un papier très intéressant ce matin dans le Figaro qui montre que justement c'est un retour à pas compter, qu'il revient et qu'il a une ambition intacte, mais grosso modo qu'il avait besoin aussi d'un sas entre guillemets de décompression et qu'il avait l'impression que ce n'était pas encore son heure, Paul. Donc voilà, donc on verra si bien souvent quand on laisse passer et partir le train, on n'arrive pas à remonter quand même à l'intérieur, quoi. Ça peut être un peu trop tard pour lui, mais on verra, on suivra ça. Évidemment, le gouvernement, on va en parler dans un instant. Merci, Paul. Dans un instant, on va tout vous dire sur les noms qui circulent pour ce gouvernement. Philippe Bilger est en tête, évidemment, pour nous donner des noms. Pas pour être encore dans ce gouvernement, quoique. Bon. Et en tout cas, il y a des noms qui circulent pour gagner ce cadeau ce matin. Et ça circule bien dans l'Aveyron avec Mathieu. Bonjour, Mathieu. Oui, bonjour Cécile, bonjour Patrick. Vous nous appelez pourquoi, Mathieu? Mais je ne sais pas. Posez une question. Vous allez me le dire. Vous avez été le 5e appel. Voilà, et 5e appel au standard. Vous avez remporté un très joli séjour pour 2 personnes et 2 enfants, enfin 2 adultes et 2 enfants. 3 jours, 2 nuits, petit déjeuner compris pour Port Aventura et Ferrari Land. Vous allez pouvoir vous amuser. Vous avez de la chance. Voilà, vous allez pouvoir nous envoyer des photos. Quand est-ce que vous êtes parti en vacances pour la dernière fois, Mathieu? Ça fait un petit moment. C'était sûrement en hiver, voilà. D'accord, bon, ça n'avait pas l'air d'être la fête non plus? Non. Ben voilà. Et ben là, pour le coup, ce sera la fête. Restrictions sanitaires. Ah bah très bien, très bien. Vous allez pouvoir vous lâcher pendant 3 jours. Exactement. Vous faites quoi dans la vie, Mathieu? Moi, je suis agent administratif, pardon. Agent administratif, voilà. D'abord, très bien. Et vous écoutez Sud Radio tous les matins, 24 heures sur 24. Bien entendu. Voilà. Et vous ne mentez jamais, ça c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu, en tout cas, d'avoir joué avec nous. On vous souhaite un très bon. Comme ça. Merci, un très beau week-end et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Au revoir. Il est 9h18, donc aux alentours de 9h30, on aura besoin de vous. On va parler des discriminations positives. Est-ce qu'elles peuvent lutter contre les inégalités? Aux appels 0826 300 300, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Et en attendant, il y a des listes de ministres qui circulent un petit peu partout. Chacun a sa petite liste. Et donc, on va la partager avec vous. Si vous aussi, vous avez entendu parler de noms, vous pouvez nous appeler aussi au standard. Comme ça, on fera une liste commune. 0826 300 300. Liste, évidemment, pour le gouvernement, puisque l'annonce est à
attendu cet après-midi. Elisabeth Borne qui a planché visiblement depuis quelques jours avec Emmanuel Macron, Alexis Kohler, tout ça se passe bien sûr à l'Élysée. Alors parmi les derniers noms qui ont circulé, Thierry Garrier, alors ça a été démenti, mais il y a eu plein de listes et c'est intéressant de les voir. D'abord, il faut peut-être rappeler le contexte. En effet, il y a à la fois chez les journalistes, mais aussi chez un certain nombre de conseillers dans les ministères qui s'amusent à lancer des fausses rumeurs et parfois aussi à y mettre des noms qui sont le fruit d'analyses assez cohérentes. Par exemple, l'idée de savoir, même s'il a démenti lui-même, si Édouard Philippe reviendrait dans un poste prestigieux dans le gouvernement, comme le ministère des Affaires étrangères et des Affaires européennes, c'est à la fois contradictoire avec sa propre stratégie à lui, mais pas du tout contradictoire avec l'idée d'un Emmanuel Macron qui veut le tenir à distance et avoir un contrôle sur lui. L'avoir avec lui dans son gouvernement, dans son nouveau gouvernement, ça pourrait avoir du sens. Donc c'est le cas d'Édouard Philippe. À droite, toujours, il y a donc le cas Abad que vous avez évoqué il y a quelques instants, qu'on donnait cette semaine au ministère de la Santé, par exemple. Et puis la fameuse Catherine Vautrin, qui a été pressentie comme futur Premier ministre. Finalement, Emmanuel Macron a dû lui dire bah non, ce ne sera pas vous. En revanche, on l'évoque comme successeuse éventuelle de Madame Parly aux armées, à la défense. Elle a été citée dans plusieurs listes cette semaine. Il y a un personnage qui n'est pas connu ou pas très connu des Français. Qui a été cité beaucoup cette semaine dans plusieurs de ces listes. C'est Jean-Marc Jancovici. Alors qui c'est Jean-Marc Jancovici ? Eh bien c'est un personnage, c'est un polytechnicien très en pointe sur les questions de recherche, qui a créé un think tank, le Shift Project notamment, qui est très en pointe sur les questions d'énergie et très pro-nucléaire, mais militant écolo, anti-fossile. Il cherche à influencer Nicolas Sarkozy, François Hollande et puis Emmanuel Macron depuis des années pour aller beaucoup plus vite dans la réduction de l'usage du gaz et du pétrole en France et pour développer davantage le nucléaire. Il n'avait pas eu gain de cause jusque-là. Son influence a joué beaucoup. Il réunissait les journalistes un week-end par an près de Chamonix depuis des années pour essayer de les convaincre de la réalité des faits sur le plan de l'énergie. Jancovici est donné depuis quelques jours, plusieurs fois dans plusieurs listes, ministre chargé de la planification énergétique. Si c'était le cas, ce serait un signal très fort, en tout cas d'avoir un technicien hors pair en la matière. C'est quelqu'un petit signe, on l'a invité depuis quelques jours, ça fait plusieurs semaines qu'on l'avait invité et il nous avait dit qu'il allait venir et là il ne donne plus signe de vie depuis un petit bout de temps. Il répond plus au téléphone quand c'est pas la présidence de la République. Alors il y a un personnage aussi qui est important chez Emmanuel Macron, c'est Julien de Normandie. On a une petite chance, si j'ose dire, de le trouver peut-être dans le nouveau gouvernement, parce que Julien de Normandie, ça a été le directeur de campagne, il a déjà énormément agi pour Emmanuel Macron en 2016-2017 à la création du Parti En Marche à l'époque. Il a été un ministre de l'Agriculture plébiscité, très apprécié par les agriculteurs, parce qu'il connaît très très bien ces dossiers. Il est lui-même fils d'agriculteur, d'une famille d'agriculteurs. Et Julien de Normandie est donné depuis quelques jours à l'économie. Tout ça, attention, il faut rappeler que ce sont des spéculations. Il est donné à l'économie, il a été donné à l'éducation nationale dans un premier temps. Et là, c'est Bruno Le Maire qu'on cite souvent pour le ministère de l'Éducation nationale. Oui, éducation nationale. Oui. Même si il y a un nouveau nom qui est apparu ce matin, c'est Pape Ndiaye, qui est historien et qui s'intéresse beaucoup aux situations minoritaires en France, aux États-Unis et qui a eu en charge aussi le musée de l'immigration Porte Dorée à Paris. Alors il y a un autre personnage. Ça fait partie des rumeurs, hein, bien sûr. Bien sûr, tout ça c'est des rumeurs. On vous donne ça en vrac, entre guillemets. Il y a un autre personnage, une femme, qui elle aussi s'intéresse aux questions des minorités, qui est elle-même métisse par sa mère, noire, qui est juive par son père, Rachel Kahn. On l'a donnée au ministère de la Culture comme un autre personnage, Catherine Pégard, une consoeur que les journalistes, pas uniquement, mais que le public connaît. Elle a été longtemps au Point, journaliste politique. Elle était avec Jacques Chirac ensuite. Exactement. Et puis elle est la présidente du Château de Versailles. Et elle a progressé dans sa connaissance des dossiers sur la culture. C'est une intellectuelle. Catherine Pégard est citée souvent pour aller, en effet, au Parmi ministère de la les autres noms qui peuvent être surprenants, Carl Olive, le maire de Poissy au sport.
ministre des Sports. Mais ça avait circulé, mais on n'a pas revu dans les. Là, ça revient sur les réseaux sociaux. Ça revient sur les réseaux sociaux. Maire En Marche, très proche d'Emmanuel Macron. Oui, mais il est fort probable qu'il ne soit pas au sport, puisque sa sœur est aux affaires olympiques, maintenant présidente Il y aurait conflit d'intérêts. Oui, il y aurait probablement conflit d'intérêts. Alors, à la justice, mon cher Philippe Bilger, on ne voit plus dans les listes circuler Dupond-Moretti, on voit apparaître de nouveaux noms. Qu'est-ce qui circule? Vous qui avez toujours les réseaux des magistrats. Mon cher Patrick, avant-hier, j'ai été angoissé parce que j'écoutais une radio et on disait que Éric Dupond-Moretti pourrait être maintenu tout de même par le président de la République. Alors là, j'ai eu un moment d'effroi. Mais peut-être que peut-être que c'est un cauchemar qui ne se réalisera pas. Vraiment d'effroi judiciaire. Ouais. Mais j'ai entendu parler du procureur général de Paris, Rémi Hetz, par exemple. À un moment donné, j'avais même entendu parler de Catherine Vautrin. Ça aurait été une compensation assez prestigieuse, mais pour le reste, je n'ai pas d'autre nom, Patrick. Il y avait Yael Braun-Pivet aussi. Yael Braun-Pivet qui est venu à Sud Radio récemment. Mais mon Dieu, Rémi Hetz, si on considère qu'un magistrat n'est pas forcément une catastrophe comme l'a été Pierre Arpaillange, pourquoi pas? Éric Revel? Oui, il y a aussi Parlez bien dans le micro, il y a un homme qu'on ne cite pas, mais qui lui ne bougerait pas, c'est Gérald Darmanin, qui resterait ministre de l'Intérieur. Il reste ministre de l'Intérieur. Ouais. Bon, Julien de Normandie, on l'a dit à l'économie. Marc Fesneau pour remplacer Julien de Normandie. Oui, Damien Abad, il aurait un grand ministère, pas seulement de la santé, autonomie et grand âge. Ce que disait Thierry là tout à l'heure. Voilà, donc un grand ministère. Bon, pour le reste, juste une petite confidence. Moi, hier, je dînais avec quelqu'un d'important du cabinet sortant à Matignon, et cette personne, je ne dirais pas si c'est une fille ou un garçon, m'expliquait qu'il y avait une sorte de panique quand même à bord des ministres qu'on ne cite plus du tout, qui ne sont pas dans les listes, et qui appellent ses contacts à Matignon pour savoir où ils en sont eux-mêmes. Et vous avez noté que dans la liste qu'a donnée Thierry Guerrier, on ne parle plus de Blanquer, on ne parle plus de Roselyne Bachelot. Blanquer lui-même, il avait dit qu'il ne voulait pas repartir. Oui, enfin, on ne parle plus de Roselyne Bachelot. Il y a plein de gens un peu connus de ce gouvernement qui ont disparu de nos listes un peu fantaisistes, il faut le dire, ce sont des rumeurs, mais qui n'existent plus là. Thierry Guerrier. Il faut comprendre, qu'est-ce que font ceux qui spéculent et qui lancent ces listes sur ces boucles WhatsApp? Ce sont des gens quand même qui ont une vision assez pertinente de ce qui peut se passer dans la tête du président de la République. Je vous donne un exemple. Roland Lescure. Roland Lescure est un député, là En Marche, des Français de l'étranger, qui fait l'aller-retour en permanence entre sa circonscription, New York, Montréal et Paris. Et qui était le président d'une des commissions de l'économie ou des finances, je ne sais plus exactement, Éric Level peut nous le préciser. C'est quelqu'un qui est très en pointe c'est un économiste, très en pointe sur les questions économiques et financières, et quelqu'un qui a l'oreille du président de la République et qui le conseille. Bon, les gens qui savent ça le donnent, par exemple, beaucoup en ce moment, depuis quelques jours, au budget. Et ce serait une forme, ce serait assez cohérent. Mais voilà, personne n'a d'informations. Au budget, on donne beaucoup aussi Clément Beaune, Gabriel Attal aussi. Gabriel Attal, parce que vous voyez que ce sont Gabriel Attal, c'est l'étoile montante entre guillemets de la Macronie. Et Julien de Normandie détesté aussi, par beaucoup, en fait, dans la Macronie aussi, parce que il prend beaucoup de place, évidemment. Chouchou probablement de l'Élysée, mais incontestablement, et puis il était porte-parole, donc voilà. Et il y en a un d'ailleurs qui lui aussi est une des 3 étoiles de la nouvelle génération, c'est Sébastien Lecornu, plus discret, qui a été lui à l'Outre-mer. Il a eu des problèmes à l'Outre-mer, mais malgré tout, il est donné comme porte-parole remplaçant de Gabriel Attal. Non, puis il ne faut pas non plus être trop naïf, attention, avec ces listes dont on parle là ce matin, qui sont rumeurs. Il y a quand même aussi derrière tout ça ce qu'on appelle des officines, des officines de communication qui essaient de placer leurs clients en parlant, etc. Vous savez, quand vous rendez certaines nominations dans ces listes putatives tellement déconnantes, pardonnez-moi l'expression, et d'autres beaucoup plus sérieuses, vous restez sur celles qui sont sérieuses et les autres vous les oubliez. Ce que je veux dire par là, c'est que la manipulation d'officines qui travaillent en sous-main, de lobbyistes, tout ça, faut pas être dupe. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait de tester un petit peu. Exactement. Bien souvent. Il y a une volonté aussi de tester pour voir comment ça réagit. Et donc, quand il y a eu les premiers boucles, il y en a certains qui ont beaucoup réagi aussi, les ministres. C'était exactement la même chose. Juste, Philippe, d'un mot, c'était
exactement la même chose sur Elisabeth Borne, quoi, parce que finalement, ça a été le bon nom qui était sorti au début, mais on cherchait quelqu'un d'autre. Et c'est exactement la même chose dans les ministères où on sort des noms et puis on essaie d'avoir des effets waouh, comme on disait hier avec Françoise de Gaulle, et puis le waouh fait pchit parfois, donc on essaie de trouver quelques surprises du chef Philippe Bilger, oui. Non, je voulais juste dire que ces listes, évidemment, sont à prendre avec beaucoup de pincettes et elles représentent parfois une compilation, voire une synthèse de tout ce qu'on lit depuis plusieurs semaines avec des noms qui sont plausibles. Je pense par exemple Christelle Morancet, des gens comme ça, qui apparaissent dans l'espace macronien et qu'on met comme possible ministre, mais sans aucune certitude. Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a des élections législatives les 12 et 19 juin, donc il y a deux options. Il y a soit on fait un gouvernement pour être fort et donner des signes et tenir après, soit un gouvernement qui sera, comme le disait Clémence Guettet, qui était notre invité tout à l'heure, de NUP, c'est-à-dire les Insoumis et tout l'accord de gauche, qui est un gouvernement purement intérimaire et que ça pourra changer. Mais ça, je pense que Emmanuel Macron lui-même ne le sait pas forcément aussi en fonction de ce qui se passera lors de ces élections. Il y en a une qui est donnée sortante aussi, puisqu'elle est assez connue et populaire, c'est Marlène Schiappa. On disait qu'elle allait faire de la télé, a priori, je ne sais pas. Apparemment, oui, on la verrait beaucoup du côté de certaines chaînes d'infos. Elle est très proche de Cyril Hanouna. On s'entend bien avec lui, mais a priori, la solution, il y a du plomb dans l'aile.